La reconnaissance des côtes de Barbarie. Dès qu'il apprend la nomination de Colbert, la Guette s'empresse de l'aviser que le chevalier de Clairville a reçu l'ordre du roi d'aller reconnaître Ripon. Cela est du dernier secret, lui confie-t-il, mais j'ai cru vous le devoir faire savoir. Au début d'octobre, Louis XIV à son tour informe personnellement Colbert de ce projet que le ministre n'est pas censé connaître, mais que personne ne semble ignorer. Colbert débloque aussitôt les fonds nécessaires au voyage de Clairville. Et le 28 octobre, le chevalier apparaît à bord d'une barque. Le 12 décembre, Clairville est de retour. Son voyage n'a duré que 18 jours. L'historien Monchicourt a fait table rase du récit aventureux et romancé que le manuscrit Clérambault rapporte de ce voyage. Il a démontré que son auteur n'en a soupçonné ni l'époque, ni les modalités, ni le résultat. Restons-en donc à la description qu'en a faite Clairville lui-même dans une lettre à Colbert du 18 novembre. Il débute sa missive par une affirmation flatteuse à l'égard du ministre, mais inexacte. C'est vous seul qui m'avez donné lieu de rendre au roi ce service. Le 30 octobre, devant Alger, il a échappé de justesse à 3 navires turcs grâce, proclame-t-il, au ciel qui, à point nommé, a fait venir une bourrasque qui, en 3 quarts d'heure, me tira d'affaire. Il affirme ensuite: je n'ai point laissé de courir toutes les côtes de Barbarie d'un bout à l'autre. Enfin, j'en reviens si pleinement instruit que je me fais fort de vous rendre, par le moyen de belles cartes et des exacts plans que j'en ai rapportés, aussi présents sur les lieux comme si vous y aviez été. Que de forfanterie dans cette assertion. Clairville a appareillé de Toulon le 30 octobre. Il a échappé à ses poursuivants le 30 devant Alger. Et le 10 novembre, il était de retour. En supposant même qu'il ait bénéficié pendant toute sa croisière de vents aussi favorables que ceux qu'il avait poussés en 3 jours de Toulon à Alger, il n'a disposé, au mieux, que d'une semaine pour parcourir, à bord de sa barque, toutes les côtes de Barbarie d'un bout à l'autre. Si tel fut son parcours, il n'a guère eu le temps matériel de faire suffisamment d'escales pour s'instruire si parfaitement du littoral, pour dessiner des cartes et pour y relever des plans aussi fidèles qu'il l'affirme. Malheureusement, les documents, certainement succincts et probablement inexacts, que ramène Clairville seront ceux dont, plus tard, les forces françaises disposeront pour aborder les côtes algériennes. De nouveaux mémoires à Colbert. À Toulon, où l'on a découvert la volonté du roi de lutter contre les barbaresques et observé le crédit grandissant de Colbert auprès du souverain, chacun s'empresse de faire parvenir au ministre des propositions pour restaurer la marine ou pour mettre un terme définitif à l'impudence des pirates d'Alger. Un premier mémoire, daté du 10 novembre, parvient à Colbert avant même le retour de Clairville. Il émane de la Guette, qui fait part de ses doutes sur l'efficacité des croisières ordonnées par le roi avec 10 vaisseaux. Ne voyant pas, écrit-il, qu'il y ait beaucoup d'apparence de réussite contre les barbaresques avec si peu de force. Aussi recommande-t-il de s'emparer d'un poste de la côte d'Afrique, par exemple de la ville et la forteresse d'Hippone vulgairement appelée Bonne, où l'on dit qu'il y a un port assez considérable. Mais pour exécuter ce dessein, qui servirait à réduire Alger, Tripoli et autres lieux à se soumettre aux lois de notre grand roi, il faut faire des préparatifs convenables à la conséquence et à l'utilité de cette entreprise-là. Elle doit être remise pour quelques autres temps où SM sera mieux préparé. La Guette ne fait là que reprendre le projet du roi, mais il a le courage d'alerter les gouvernants de l'implantation des forces navales et de recommander avec insistance de ne pas trop se hâter. Pour ce qui est des projets d'attaque contre Alger, la Guette estime que l'échec actuel de toutes les tentatives, aussi bien françaises qu'anglaises, de brûler les vaisseaux dont le port en démontre l'impossibilité.
Il conseille plutôt d'empêcher les navires de sortir, en mettant en œuvre une récente proposition de Duquesne à Nuchez, consistant à couler 6 flûtes maçonnées devant le port. En décembre, Duquesne envoie un mémoire à Colbert pour lui dresser à son tour un tableau sans complaisance de l'état de la Royale et pour lui dénoncer la culpabilité de ses chefs. S'il plaît au roi, écrit-il, de relever et remettre la marine française en état de prospérer, il est absolument nécessaire de remarquer la cause des fausses mesures que l'on a prises depuis plusieurs années, tant à l'entretien des vaisseaux dans les ports que dans les armements à plusieurs d'isseux. Suit alors un réquisitoire encore plus sévère que celui adressé par Colbert au roi. Duquesne estime que le budget consacré à la marine n'a servi qu'à faire de la honte à la nation française et à la faire réputée incapable de dresser et entretenir un équipage de marine pour aucun effet considérable. Il n'hésite pas à mettre directement en cause sa hiérarchie. Sans doute, écrit-il, nos voisins continueront à nous mépriser pour la mer, tant qu'ils remarqueront, comme ils l'ont fait par le passé, et très exactement que l'on introduit dans la conduite des ports et le commandement des vaisseaux des personnes de faveur et de peu d'expérience au fait de la mer, lesquelles, n'ayant su l'importance que c'était de bien entretenir des vaisseaux, ont cru faire un grand ménage en retranchant le nombre des gardiens et une partie de leurs gages, ce qui a causé des voleries qui se sont faites des agrès et des victuailles des vaisseaux qui leur ont pu tomber sous la main et qu'il n'y a plus rien à piller. Faute de paiement, ils ont tout à fait abandonné les 10 vaisseaux qui ont coulé à fond, plusieurs même dedans et hors le port de Toulon, dont 6 des 10 vaisseaux ont péri et les autres ont gâté du verre et leurs soutes endommagées. Puis, ils s'indignent que l'on ait discontinué la construction entreprise de plusieurs navires de guerre sur 3 frégates qui sont restées ouvertes et à la pluie et au soleil sans goudron ni entretien. Il est exact qu'en cette année 1661, ces 3 frégates et le Vendôme ne sont pas achevées. Duquesne signale qu'aucun magasin n'est prévenu pour approvisionner les chantiers de construction navale et que pour armer les nouveaux bâtiments, on utilise les magasins des vaisseaux en activité. De toute façon, ajoute-t-il, il n'y a plus d'agrès, plus de planches et plus de mâts. Après avoir souligné qu'il s'est glissé une grande négligence pour la conservation des rades, chenaux et ports de France, il conclut enfin que si son pays dépense pour la marine plus que les autres nations, le roi n'a cependant parfois qu'un seul vaisseau disponible en état de prendre la mer. Voilà, Colbert avertit, la tâche sera rude. Le duc de Beaufort nommé chef des escadres du Levant. Au même moment, une opportunité se présente au roi de remplacer le duc de Vendôme à la charge de chef et surintendant de la navigation et du commerce, équivalente, nous l'avons vu, à celle d'amiral de France. Vendôme n'a jamais beaucoup navigué et ne navigue plus du tout depuis longtemps. Vieux et malade, il souhaiterait que le roi reconnaisse à son fils, le duc de Beaufort, la survivance de cette charge. Louis XIV pourrait ne pas accéder à cette requête et remplacer Vendôme par un homme compétent. Mais les amiraux qui ont fait leurs preuves sont, pour la plupart, de trop petite noblesse pour une charge de cette importance. Paul est trop âgé. Nuchez, ancien ami de Fouquet, n'est plus en odeur de sainteté. Duquesne, lui, ne veut pas renoncer au protestantisme et, avec son caractère impossible, il serait difficile à gouverner. Enfin, Louis XIV ne veut pas prendre le risque de refuser à son cousin, petit-fils d'Henri IV, qui plus est ancien frondeur, d'assumer une charge à laquelle il est en droit de prétendre. Le roi escompte peut-être que l'audace et le courage légendaire de Beaufort contrebalanceront son peu de raison et son incompétence, et que son cousin saura être à la hauteur des ambitions dont le souverain rêve pour sa marine.
Cette charge très recherchée de chef et surintendant de la navigation et du commerce, dont on hérite ou qui s'achète fort cher, n'est pas ingrate. Elle n'implique aucune responsabilité directement opérationnelle. Beaufort, totalement ignorant des choses de la mer, pourrait très bien, comme son père, ne pas naviguer et attendre que le duc de Vendôme meure ou renonce à la charge pour prendre sa suite comme amiral de France. Mais, homme d'action et soldat courageux, il veut faire une vraie carrière dans la marine pour y acquérir de la gloire. Il embarque donc comme volontaire sur le vaisseau du chevalier Paul. À 45 ans, c'est son premier contact avec la Royale et avec la mer. Très vite, il passe sur le vaisseau de Duquesne, chargé par le roi de sa formation. Quelques mois seulement pour s'amariner, et dès mai 1662, Beaufort est nommé par le roi au grade de commandant en chef des escadres du Levant, dont il prend cette fois-ci la responsabilité opérationnelle.